Dotation des engins au service national, est-ce une solution pour l'évacuation des productions? Professeur Genkoulou est notre invité, il est docteur en économie agricole. Professeur, bonjour. Bonjour. Bonjour Merci d'accepter justement de nous accueillir chez vous pour cet échange. Ouais. Félix Tshisekedi à Lubumbashi, dans la ville Kobalto qui préfère, pour justement procéder à la cérémonie du lancement des engins au service national. Tout d'abord, en tant que docteur en économie agricole, quelle est votre lecture, votre commentaire en rapport avec cette actualité, professeur? Bon, il faut dire que... merci d'abord de l'occasion que vous m'offrez pour échanger autour des questions liées à l'agriculture, à l'économie agricole en tant que telle. Bon, il faut tout de suite dire que c'est une bonne chose que de doter la SNCC d'engins qui permettraient d'évacuer les productions du Nord Katanga vers les centres de transformation et de consommation que sont des villes de Lubumbashi, Kipushi, Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi, etc. C'est une bonne chose. Ouais. Bon, dans la mesure où déjà la SNCC connaît des problèmes de manque de locomotives, il y a insuffisance de locomotives pour tracter les wagons qui pourraient permettre cette évacuation. Et donc, toute action qui viserait à accroître le charroi de la SNCC en termes de locomotives, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Et, mais il faut aussi dire qu'il ne suffit pas de doter la SNCC d'engins comme c'est le cas actuellement, mais il faudrait aussi voir dans quelle mesure on pourrait améliorer le trafic, ça veut dire l'état de la voie ferrée elle-même. Parce que vous vous souviendrez que ce n'est pas la première fois que la SNCC a été ainsi dotée, mais si l'état de la voie ferrée n'est pas amélioré, eh bien, malheureusement, on risquerait de plomber cette action salutaire du chef de l'État. Donc, il serait intéressant que maintenant la SNCC se penche un petit peu à assainir la voie en termes de remplacer les parties où le rail n'est plus de bon état, là où il y a affaissement. J'ai vu, par exemple, sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, une locomotive s'écrouler, ça devait être dans le Kasaï. Une locomotive s'écrouler parce que bon, il y avait affaissement d'une partie des rails, si bien que la locomotive s'est retrouvée renversée dans un ravin. Et des parties comme ça, il y en a plein. Il y a des endroits où, faute d'entretien, faute de maintenance, où les roues patinent. Il y a d'autres où il y a pratiquement, même déjà ici à Lubumbashi, quand vous prenez derrière nous ici à l'entrée, après le tunnel, bon, les rails ne sont plus en bon état. Et voilà. Professeur, en dehors de tout ce que vous venez d'énumérer, vous conviendrez avec moi que le secteur agricole est confronté à de nombreuses contraintes, entre autres ce que vous venez d'énumérer dans l'entame. Et en dehors de ça, professeur, est-ce qu'il y a aussi d'autres obstacles liés à ce secteur agricole en tant que docteur en économie agricole? Bon, il faut dire que les problèmes de l'agriculture congolaise sont assez nombreux et diversifiés. Je partirai d'une logique simple, dans la mémoire collective des Congolais. L'agriculture, c'est un secteur rébus. Quand un enfant ne réussit pas à l'école, qu'est-ce qu'on lui dit en famille? On lui dit, va faire les champs, ma chambre.
peu comme si on envoie à l'agriculture tous ceux qui n'ont pas réussi dans la société. Ça, c'est de 1. Regardez à l'université de Lubumbashi. Nous sommes, c'est vrai que la province du Haut-Katanga est une province à vocation minière, mais il faut aussi dire que il y a une bonne partie de la province du Haut-Katanga, même des autres provinces de l'ex-Katanga, qui ont une vocation agricole. Et donc, regardez, on retrouve à l'université. Non, on retrouve à l'université plus d'étudiants dans les facultés de droit, d'économie, de sciences sociales, mais très peu en agronomie. C'est un paradoxe. Comment voulez-vous qu'on développe l'agriculture si ceux qui sont censés être formés ne sont pas nombreux? Nous avons 2 345 000 km² avec 80 millions de terres arables. Il faut qu'il y ait des gens qu'on forme. Oui, c'est un défi qu'il faut relever. Il faut les former en agriculture. Moi, je salue ici l'effort du directeur de l'université de Lubumbashi qui a acquis une grande concession pour une île ou deux. Et lors des journées scientifiques, il nous a interpellés. Il dit, bon, il faut tout mettre en œuvre pour que on fasse quelque chose dans le sens de valoriser cet espace. Et moi, je suis de la faculté des sciences agronomiques. Je prêche pour mon église. En principe, on devrait avoir, si on veut un jour, on veut devenir plus ou moins indépendant du point de vue agroalimentaire, il va falloir que l'on forme beaucoup d'ingénieurs agronomes, qu'on leur donne aussi les moyens de pouvoir se mettre en évidence par rapport à ce défi de la faim. C'est aussi un deuxième point. Mais au-delà de tout ça, il y a toute la question liée à la qualité d'intrants utilisés en agriculture. Déjà, regardez, en moyenne ici, la superficie exploitée par les paysans, c'est autour de 0,5 hectares, un demi-hectare. Et c'est pas avec un demi-hectare que les gens vont se faire de l'argent, non. Regardez la qualité du matériel utilisé. C'est un matériel rudimentaire. Il faut absolument arriver à passer d'une agriculture traditionnelle, je veux dire une agriculture de subsistance, à une agriculture commerciale. Ça veut dire une agriculture où les objectifs, c'est gagner le marché, coloniser le marché, être en mesure de réagir, de s'adapter aux réalités de marché. Vous voyez, par exemple, maintenant, des pays comme la Zambie, la Tanzanie, des pays qui produisent, et lorsqu'ils font la planification de la production agricole, ils tiennent compte des quantités additionnelles qu'ils vont déverser dans notre pays. Vous voyez? Et donc, ils nous considèrent vraiment comme un marché. Mais nous devons pouvoir comprendre aussi. C'est là que moi, je salue vraiment l'idée du service national. Hein, parce que, regardez, nous sommes aujourd'hui, on va dire, 100 millions d'habitants. Mais ces 100 millions d'habitants, il faut que la RDC comprenne déjà que ces 100 millions constituent un marché pour le pays, un marché intérieur. Mais nous ne le comprenons pas. En fait, nous avons un retard dans la compréhension de cette réalité-là. Si bien que ce sont les autres. J'étais en Ouganda il y a quelques années, dans un colloque à Sareka. Mais je vous dis que le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, un petit peu aussi le Rwanda. Parce que quand vous allez à Goma, la plupart des produits agroalimentaires transformés
viennent du Rwanda. Saucisses. C'est vrai qu'il y a une partie qui vient de Goma sur place, mais une bonne partie, ça vient du Rwanda. Les saucisses, les fromages, les produits laitiers, etc. Mais il faut que les Congolais comprennent qu'il y a un marché intérieur qu'il va falloir coloniser, bien capter. Oui, parce que regardez, 100 millions de bouches à nourrir. Si chaque Congolais pouvait, si les agriculteurs congolais pouvaient approvisionner ces 100 millions à raison d'$1 par jour, ça vous fait un marché de 100 millions de dollars par jour. Vous vous rendez compte, mon ami? Rien que le manger. Je prends juste un exemple, 100 millions, $1 par jour. Ça vous fait 100 millions de dollars par jour. C'est là qu'il faut saluer. Je crois que le président a compris ça. En dotant ces engins, eh ben, ce sera aussi pour contribuer à ce que j'ai dit, que l'on arrive à bien prendre en charge le marché intérieur. Voilà. Parfait. Alors, nous entrons directement dans notre question principale, puisqu'il s'agit de cette dotation. Est-ce que réellement, elle peut répondre, elle, la dotation des engins, professeur, par rapport aux contraintes données? Est-ce que ces engins, un jour, peuvent répondre au principal besoin qui est même l'évacuation de production agricole? Oui. Quand vous observez, je prends l'ancienne province du Katanga. Oui. Quand vous observez la voie ferrée, elle est en forme de X. La voie ferrée part de Sakanya, remonte Lubumbashi, Likasi, et à Tenke, il y a une bretelle qui va vers l'ouest. Vous voyez, jusque d'Ilolo, vers le chemin de fer de Benguela en Angola. Et on repart, Tenke, on remonte, on arrive à Kamina, il y a un autre bras qui va vers le Kassai jusqu'à Ilebo. On remonte encore, cette fois-là on prend la droite, on va jusqu'à Kabalo, et de Kabalo, ça va vers la droite, vers l'est, et là nous arrivons à Kalemi. Vraiment en forme de X. Et donc, vous voyez la voie ferrée au Katanga passe dans les quatre provinces, le Tanganyika, le Olomami, le Lualaba et le Haut-Katanga. Maintenant, il va falloir que, comme il y a des engins, il va falloir réarranger la voie ferrée, mais puis essayer d'aménager, de réhabiliter toutes ces routes de desserte agricole, mais en fait des bretelles qui tomberaient sur la voie ferrée. Et donc, on aurait des routes de desserte agricole qui tomberaient sur la voie ferrée et la collecte, le ramassage serait facile. Oui. Bien sûr, parce que vous savez, il y a un principe chez les paysans, c'est que quand je suis paysan, je produis, si je n'écoule pas cette année, l'année prochaine, je vais diminuer la quantité à produire. Or, si j'arrive à écouler cette année, l'année prochaine, au regard du revenu que je vais générer, je vais produire plus. C'est clair. C'est clair, il y a un effet d'entraînement. Qui, en fait, pour la plupart, étaient des agriculteurs, s'ils arrivent, comme dans le temps, lorsque le train partait de Lubumbashi vers Kindu, le train Kambelembele, mais c'était un marché sur le rail. Et tous ces producteurs, ces jeunes gens qui produisaient, revenaient vers le rail pour vendre leur production. Il y avait moins de jeunes désœuvrés,
Et donc, il n'y avait pas toutes ces poches des mailles, machin, etc. Et donc, il faut faire très attention. Ça aura vraiment un effet d'entraînement. Si le train reprend, eh ben, les petits producteurs le long des rails et à l'intérieur vont, sachant qu'il y a un train qui passe maintenant, ils vont revenir vers eux pour vendre leur production et acheter les produits manufacturés qui viendraient des villes comme Lubumbashi, etc. Oui. Et surtout, la saison 2023-2024, il y a plus de 16 000 tonnes produits par le système Kanyama KCC. 16 000 tonnes. 16 000 tonnes, évidemment. Est-ce que, professeur, à la langue, ça pourra aussi répondre, cette fois-ci, c'est une seconde question, toujours dans cette même optique, répondre à la rareté de farine de maïs, professeur? Bon, moi je pense que je préfère m'attaquer aux causes plutôt qu'aux effets. Pourquoi est-ce qu'il y a rareté? Il y a rareté simplement parce que la production intérieure est faible. Pourquoi est-elle faible? Parce que les moyens de production mobilisés ne permettent pas une production adéquate. Et donc, si on arrive à donner des moyens, on va certainement avoir de la production, mais il faut dire aussi que l'État devrait, en principe, subventionner l'agriculture, un peu comme le font les Zambiens, et puis mettre en place des structures qui rachèteraient la production des paysans, de sorte que quand quelqu'un a produit, il sait que, bon, il peut vendre auprès d'une structure de l'État, comme les réserves stratégiques. Et les réserves stratégiques seraient en fait un stock constitué pour essayer d'atténuer les effets des hausses de prix en cas de carence, etc., comme ça se fait dans beaucoup de pays. Vous voyez, ça c'est d'une part. Mais d'autre part, il faut encourager les vrais producteurs. Il faut encourager les vrais producteurs. Parce que regardez, dans le secteur agroalimentaire, le secteur agroalimentaire, c'est un secteur très porteur. Dans le sens où chaque personne, chaque humain est bien obligé de manger. De manger. Oui. Oui, en fait, lorsque les gens comprendront ça, ils investiraient plus dans le secteur agroalimentaire plutôt que dans les autres secteurs. Parce que, comme disaient les latinistes, primo manducare, les gens mangent, les gens ont besoin de manger. Et nous avons la possibilité. Regardez, nous avons plus d'espace que la Zambie. Nous sommes plus nombreux que les Zambiens. Nous avons plus d'eau que les Zambiens. Mais qu'est-ce qui fait que les Zambiens arrivent à produire et à faire en sorte que nous dépendions d'eux? Non, c'est simplement parce que ils ont compris qu'il y a un marché à côté. Ils produisent pour eux-mêmes et ils revendent le surplus chez eux. Regardez, lorsqu'ils... Par exemple, cette année, moi je suis un ancien de FuseNet, les bulletins de FuseNet continuent à me parvenir. Cette année, on aura encore des problèmes de carence en maïs. Ah oui, parce que la production en Zambie n'a pas été très bonne à cause de la sécheresse. Ici, chez nous aussi, moi je suis fermier, il y a eu moins de pluie aussi. On a eu quelques perturbations pluviométriques, si bien que beaucoup de fermiers ont dû déchanter. La production agricole est assez faible. Et donc, il faut anticiper. Il faut anticiper, il faut voir. Déjà, la production intérieure, la production locale ne suffira pas. Les Zambiens vont certainement aussi
ils ont prévenu déjà qu'il ne faut pas trop compter avec eux. Il faudra donc voir un petit peu quelles sont les possibilités qui s'offrent au pays pour importer afin de combler ce déficit qui va certainement s'agrandir cette année. Parfait. Professeur, si je vous comprends très bien, en dehors de la dotation des engins, il y a aussi des défis à relever pour notre secteur agricole, soit... Bien sûr. Bon, il faut le problème est complexe. Il faut donner des moyens suffisants, des moyens adéquats et suffisants aux vrais producteurs. Il faut un allègement fiscal au bénéfice des grands producteurs. Il faut assainir les voies et routes de desserte agricole pour permettre à ce que tout ce que les paysans produisent à l'intérieur puisse arriver dans les centres de consommation. J'ai dit toujours, par exemple, que on passe vraiment à côté de la plaque pour rien. Prenons la province du Haut-Lomami, une province à vocation totalement agricole. Kanyama-Kasese, c'est dans le Haut-Lomami. Kabongo, Kitenge, c'est dans le Haut-Lomami. Vous prenez le bassin autour de Kamina, c'est dans le Haut-Lomami. Mais dans le Haut-Lomami, Kamina, Lubumbashi, il y a une voie ferrée électrique. Mais donc, on a la possibilité, il y a Kanyama-Kasese, mais on peut produire dans le bassin qui partirait de Kanyama, Kabongo, Boudi, Kabongo, Kitenge, c'est un grand bassin de production, et évacuer ça avec la voie ferrée. Vous voyez? Et on aurait, par exemple, à Kamina, une grande minoterie, un peu comme la minoterie de Kakontwe, qui transformerait le maïs en farine. Et l'évacuation vers le sud, les villes grandes consommatrices du sud, serait plus facile. Et on aurait une sorte d'intégration économique entre le Haut-Lomami et le Haut-Katanga ainsi que le Lualaba. Regardez, ces deux provinces, Haut-Katanga et Haut-Lomami, importent en fait l'essentiel de leur consommation en maïs de Zambie, d'Afrique du Sud, de Zimbabwe. Mais si on a au centre, au niveau de Kamina, une grande minoterie approvisionnée par le bassin dont j'ai parlé, Kanyama-Kasese, Kabongo, Kitenge, qui peuvent évacuer sur Kamina par la voie ferrée, mais mes chers amis, on aurait la possibilité au moins de préserver nos devises au lieu de devoir les envoyer à l'extérieur pour importer la farine de maïs. Pour moi, l'équation est simple. Très simple. Il y a du travail à faire. Voilà. Merci, professeur, pour ces quelques minutes d'échange. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je vous en prie. Merci. Ça n'est donc fini pour Débrief Éco. Merci, mesdames. Merci, messieurs. On se retrouve très, très prochainement. À très vite. Bye.